Je suis Nouzha Sqaldi, je suis ancienne ministre en charge des droits des femmes et des enfants et des personnes âgées, enfin des personnes en fait précaires d'une façon générale, des personnes handicapées. Et je suis actuellement à la tête d'un think tank qui s'appelle Awel Liberté. Awel signifie parole en amazigh et on veut donner le double message en même temps de notre identité, qui est une identité plurielle, qui inclut bien sûr arabo-musulman, mais qui inclut aussi amazigh et méditerranéen, africain, etc. Donc c'est un signal pour dire ça. Et deuxième signification, c'est que Awel signifie en amazigh parole, et c'est pour libérer la parole au sujet sur les sujets de société, et notamment même sur les questions de patriarcat, toutes les questions sociétales, les enfants nés hors mariage, etc. Enfin bon, il y a un ensemble de problèmes que nous abordons, et notamment la question des familles. Je dis des familles parce qu'il y a des familles plurielles. La situation de la famille n'est pas toujours dans le modèle homme, femme, enfant. Alors, je voulais tout d'abord féliciter Nisrine Slaoui pour son livre et aussi pour son parcours. Comme vous l'avez introduite au début, elle est issue de milieux défavorisés, émigrés, et elle s'est installée en France. Elle a dû vraiment être, disons, persistante. Elle a dû faire beaucoup d'efforts pour être acceptée à Sciences Po Paris au bout de 3 concours. Et donc, elle a manifesté une résilience qui est très importante. Et on pourrait la considérer comme une success story, sauf que dans son récit, elle nous parle d'un chemin jalonné de violences invisibles. Donc, disons, sa résilience me fait penser aussi à ma propre résilience, puisque moi-même, pour être élue municipale, j'ai dû me présenter 7 fois aux élections au Maroc, à un moment où il y avait 0 représentante, disons, au niveau des communes, c'est-à-dire des unités de base, disons, de la société, les conseils communaux élus, il n'y avait pas de femmes. Et donc, ça m'a demandé 20 ans de campagne électorale pour pouvoir être élu municipal. Et après, disons, une dizaine de candidatures, j'ai pu être élu parlementaire. Donc, j'ai eu un mandat parlementaire, puis un mandat ministériel, puis à nouveau un mandat parlementaire avant d'être à la tête du think tank dont je vous ai parlé. Et donc Nisrine Slaoui se caractérise par une identité plurielle, mais aussi par une discrimination plurielle, parce que chacune de ces identités l'a fait baigner dans des formes de discrimination différentes. Et là, ça met en lumière le fait que les oppressions se croisent et se renforcent. Disons, en tant que femme dans des sociétés patriarcales, que ce soit au Maroc ou en France, bien sûr, avec des degrés divers, elle a subi donc des discriminations. En tant qu'immigrée, portant une culture qui n'est pas légitimée en tant que véritable culture, elle se sent illégitime. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas la culture qu'il fallait pour Sciences Po, mais Sciences Po se situe en France, et en France, on parle de la culture. Donc, ça veut dire les opéras, la musique classique, le théâtre, etc. Mais on n'inclut pas dans cette culture des aspects culturels qui appartiennent davantage aux autres régions du monde. Et en fait, la culture, c'est une culture du monde, c'est une culture plurielle. Et pour avoir une vraie vision de la culture, il faut avoir cette... Donc, elle avait de la culture, mais sa culture n'était pas intégrée dans la culture qui était demandée, disons, pour être intégrée au sein de Sciences Po. Également, elle parle de la langue arabe, qui n'est pas considérée comme une richesse. Elle dit que lorsqu'on dit qu'on est bilingue en anglais-français, on dit « ah ben c'est très bien ». Mais si elle dit arabe-français, bon, on passe, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant pour eux qu'on puisse avoir l'arabe. Et elle a écrit « J'ai toujours été illégitime, là d'où je viens ». Pourquoi elle dit ça? Parce que quand elle est née en tant que fille au Maroc, elle n'a pas été bien accueillie par la belle famille, par ses grands-parents paternels, qui estimaient qu'avoir un garçon était plus valorisant que d'avoir une fille. Donc, là d'où elle vient, je ne suis plus vraiment à ma place. Et là où je suis arrivée, je ne suis pas attendue. Donc, elle manifeste, disons, ce malaise dans lequel elle est constamment ressentie, et qui l'oblige chaque fois à prouver
sa légitimité. Par rapport à la famille d'origine, eh bien, elle était considérée comme trop ambitieuse par rapport à ce qu'elle devait être en tant que femme, disons, ordinaire. Et donc, elle a écrit sur le sujet de l'intersectionnalité, ce concept qui est connu davantage aux États-Unis pour les Noires américaines, à qui on déniait le droit, par exemple, de porter plainte pour viol ou pour violence en leur disant si tu portes plainte pour viol, eh bien, tu vas déconsidérer ta communauté noire américaine et donc il faut te la fermer en quelque sorte pour préserver ta communauté. Eh bien, il en va de même pour les communautés arabes, de dire non, il ne faut pas parler des violences que subissent les femmes parce que ça conforte l'idée comme quoi les Arabes ne sont pas respectueux des femmes, etc. Donc, c'est dans cette logique et cette situation, disons, elle subordonne toujours les souffrances des femmes à l'intérêt, disons, collectif. Pour ce qui est du patriarcat, effectivement, pour répondre à la question de M. Claude Hayek tout à l'heure, le Maroc a réalisé des progrès très importants en matière de droits des femmes, en matière de, disons, de participation politique des femmes, puisque tout à l'heure, je vous parlais d'une représentation quasi nulle dans les conseils, que ce soit au niveau communal ou au niveau national. Maintenant, nous avons des représentations qui dépassent les 25%, que ce soit dans le Parlement, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit, disons, dans les communes, dans les régions, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant, nous sommes conscientes du grand progrès accompli, mais en même temps, nous sommes encore dans la revendication puisque nous avons une constitution qui garantit la parité. Bon, pour revenir au patriarcat, il y a un livre remarquable qui a été écrit et qui est par une professeure justement qui est à Sciences Po, qui s'appelle Olivia Cazalet, qui parle du mythe de la virilité en disant que c'est un piège pour les deux sexes parce que la femme est enfermée dans une image de femme, disons, qui est prise en charge par le mari, qui est protégée, entre guillemets, à la maison, ça veut dire plus ou moins pas enfermée physiquement, mais disons, limité à son champ, disons, familial, alors que l'homme, lui, il est de prendre en charge la famille, mais tout ça, c'est une charge qui ne correspond ni à la réalité, ni aux potentialités et à la volonté des individus eux-mêmes. D'ailleurs, dans nos sociétés, on fait toujours ressortir le fait qu'il y a beaucoup de femmes, nous dit-on, et qu'il y a très peu d'hommes. Ça, je ne sais pas si c'est la même chose au Liban, mais au Maroc, souvent on dit ben, les hommes sont rares, mais les femmes, il y en a beaucoup, elles sont disponibles parce qu'on considère que ne mérite le titre d'homme pour aller vite que celui qui a de l'argent, parce que le mari, il est censé prendre en charge la famille. Donc, c'est la principale qualité qu'on lui demande. Et donc, c'est réducteur pour l'homme autant que pour la femme. Et donc, si on veut libérer l'être humain de ce patriarcat, c'est pour le libérer des rôles qui sont stéréotypés et lui permettre à chacun de pouvoir agir en fonction de ses penchants, de sa volonté et pouvoir jouer un rôle pleinement dans la société. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Tout ce que je veux dire, c'est que nous sommes actuellement dans un grand chantier de réforme du Code de la famille au Maroc. Et dans cette réforme, on a des blocages parce qu'on a beaucoup d'ambition, parce qu'on a eu une série de réformes qui a été couronnée par la Constitution marocaine qui proclame l'égalité pleine et entière entre femmes et hommes dans tous les domaines, clairement exprimée, et une constitution qui proclame aussi la parité hommes-femmes au niveau des postes de décision. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on sent grandir la résistance, notamment de la part des représentants de la religion, et qui en fait sont assez limités dans une vision très reproductive, si on veut, fiqhi, reproductive de la jurisprudence ancienne, et qui ne refuse. La principale revendication que nous avons, c'est de remettre en question le code de la famille, le paradigme sur lequel est fondé le code de la famille, qui suppose ce que je vous ai dit tout à l'heure, la prise en charge, parce que ça crée une relation de dépendance et une relation de hiérarchie où ce sont les hommes qui sont dominants. Eh bien, nous, on demande la déconstruction de ce paradigme sur lequel est construite la famille, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes travaillent et rapportent y compris de l'argent à la maison. Et bon, c'est pas la peine que je vous cite les 200 000 fonctionnaires, les 60% des médecins sont des femmes, les ingénieurs, enfin bon, il y a énormément de femmes
en plus bien sûr des ouvrières, des paysannes, etc., qui gagnent de l'argent, mais leur argent est considéré comme illégitime, pour reprendre la phrase ou l'expression de Nargis Slaoui, il est considéré comme illégitime et il n'est pas reconnu dans les dépenses de la famille, puisqu'on dit à la femme, non, c'est le mari qui doit tout prendre en charge, même si la réalité n'est pas telle. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Je vais m'arrêter là et merci.